Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Voici le programme, notre grand débat autour du plan santé détaillé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Des idées nouvelles comme la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour soulager les médecins surchargés. Des moyens aussi, presque 3,5 milliards d'euros investis jusqu'à la fin du quinquennat. Le numerus clausus supprimé dès 2020. La promesse d'une refonte du système de santé est-elle tenue? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Alexia Germont à Louis Osalter. Nous reviendrons sur cette démission annoncée de Gérard Collomb. Il quittera le gouvernement en 2019 pour se présenter au municipal à Lyon. Un ministre de l'Intérieur déjà à l'extérieur, titre Le Monde sur ce sujet. C'est effectivement une des questions que pose ce départ et nous en débattrons avec nos spécialistes. Mais l'actualité, c'est évidemment cette audition d'Alexandre Benalla demain, ici même au Sénat. Elle fait débat dans la classe politique, mais au sein de l'opinion, pas vraiment, puisqu'elle salue à une écrasante majorité l'utilité de sa diffusion sur notre antenne. C'est le résultat de notre sondage IFOP. Jérôme Fourquet est avec nous pour en parler ce soir. Il nous livrera son analyse. D'abord, les chiffres avec Stéphane Amalian. Dans ce sondage de l'IFOP pour Public Sénat réalisé sur un échantillon de 1019 personnes entre le 12 et le 13 septembre 2018, on apprend qu'une grande majorité de Français approuvent l'audition d'Alexandre Benalla par la commission des lois du Sénat. Ils sont 76% des interrogés à souhaiter que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron soit entendu par les sénateurs. Et près d'un tiers des interrogés, 28%, ont l'intention de suivre les auditions sur Public Sénat. À la question « Diriez-vous qu'il est utile ou pas utile que la chaîne parlementaire Public Sénat diffuse ces auditions ?» 64% répondent positivement. Par exemple, 68% estiment qu'elles permettent de mieux faire comprendre le travail parlementaire. 60% estiment qu'elles favorisent le contrôle des acteurs politiques par les citoyens. Pour 58% des interrogés, la diffusion de ces auditions associe les citoyens à l'action des sénateurs. Enfin, 63% des interrogés considèrent que la diffusion de ces auditions renforce l'utilité d'une chaîne comme Public Sénat en tant que relais du débat démocratique. Et on va aller plus loin dans l'entretien puisque nous recevons ce soir Jérôme Fourquet. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. On va analyser avec vous ces résultats de sondage. Le premier chiffre sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est celui-ci. On vient de le voir, 76% des sondés approuvent l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête. C'est un plébiscite pour le travail et l'indépendance du Sénat ? Alors effectivement, c'est un chiffre qui est tout à fait massif. 3/4 des Français qui sont favorables à cette procédure. On sait que ces derniers jours, des voix s'étaient élevées, notamment en venant de la majorité présidentielle, pour remettre en cause ou questionner cette initiative. Elle ne fait pas débat dans l'opinion publique, qui souhaite que la lumière soit faite et qui estime donc manifestement que le Sénat a tout son rôle à jouer, parallèlement à la justice qui mène son travail par ailleurs, pour éclairer un petit peu l'opinion publique sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Ce qu'on peut noter également dans cette enquête, sur cette question en particulier, c'est que même y compris parmi les sympathisants de La République En Marche, 61% d'entre eux, donc une large majorité, approuvent cette démarche et cette procédure du Sénat. Donc ils sont, de ce point de vue-là, à un contre-pied par rapport à un certain nombre de ténors de la majorité présidentielle qui avaient essayé d'empêcher ou de remettre en cause le bien fondé de cette démarche. Ça veut dire aussi que les critiques de l'exécutif sur la légitimité de cette commission ne portent pas du tout leurs fruits. On sait qu'il y a un peu deux camps qui s'opposent dans cette affaire. Les Français ont choisi leur camp ? Manifestement, oui. Ils souhaitent, encore une fois, que tout ce qui peut contribuer à mettre la clarté et la lumière dans cette affaire soit fait. Et le Sénat joue manifestement, aux yeux de nos concitoyens, un rôle tout à fait décisif dans cette affaire. Il y a eu aussi débat sur l'utilité de la diffusion de cette audition, notamment sur Public Sénat. Les Français, là aussi, sont pour à une très large majorité. Oui, alors on perd un petit peu en intensité, mais on est encore à 2/3 des personnes interrogées, 64% exactement, qui trouvent utile que ces débats soient retransmis. Donc on voit bien que les deux chiffres sont un petit peu en décalage, mais qu'il y a quand même un très large consensus là-dessus. Et donc ce que ça montre, c'est qu'il y a à la fois le rôle du Sénat comme contre-pouvoir qui est validé, mais également le rôle du Sénat comme permettant la manifestation de la vérité. Et donc dans ce cadre-là, il est tout à fait légitime pour 2/3 des Français que tout le monde puisse regarder et suivre ces débats. On a en tête également le fait que les premières
la première saison, si vous me permettez l'expression, de ce feuilleton, feuilleton a suscité des très fortes audiences sur votre chaîne notamment, et un suivi dans l'opinion qui a été assez élevé et qui a surpris pas mal de gens. Ça relève d'un besoin de transparence qui est de plus en plus marquant chez les Français. Oui, alors un besoin de transparence, bien évidemment. Le président a été élu sur un renouvellement des pratiques démocratiques, sur l'avènement d'un nouveau monde politique. Eh bien, manifestement, la montée en puissance des commissions d'enquête parlementaires, qu'elles s'agissent sous l'égide du Sénat ou de l'Assemblée nationale, petit à petit rentre dans ce nouveau paysage, et les Français y sont tout à fait attachés. Quand on les interroge pour vous justement sur est-ce qu'ils vont suivre cette retransmission, cette diffusion, on a un gros quart, 28%, qui nous répond positivement. Alors, il faut toujours être prudent sur ces chiffres, parce qu'ils peuvent avoir un petit peu de surdéclaratif, mais quand on prend ceux qui nous répondent qu'ils suivront certainement, c'est 7% de la population. Alors ça peut paraître peu, mais c'est extrapolé en nombre d'habitants, c'est 3 millions de Français qui potentiellement pourraient suivre en direct ou en différé la retransmission demain de cette audition d'Alexandre Benalla. Donc on voit bien qu'on est sur un fait de société qui s'est installé, et donc il y aura un avant et un après affaire Benalla en termes de commission d'enquête parlementaire. Oui, c'est d'autant plus énorme qu'Alexandre Benalla n'est ni Premier ministre ni Président de la République. Donc a priori, on pourrait dire que les Français s'en fichent, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y a en tout cas une partie des Français. Alors quand on regarde dans le détail, ceux qui suivent déjà régulièrement vos programmes, ceux qui suivent aussi, qui s'informent le plus quotidiennement sur les chaînes d'infos en continu, sont les plus accros, ceux qui sont les plus susceptibles de regarder. Donc on est quand même sur un public qui est quand même relativement restreint, mais numériquement, ça fait énormément de monde. Et donc, on a passé le simple cercle des initiés, puisqu'on est maintenant on parle en termes de millions de personnes. En diffusant cette audition, Public Sénat devient, je cite, un relais du débat démocratique pour 63% des sondés et rapproche les sénateurs du citoyen. On est à un tournant, là, dans les relations entre les citoyens et les institutions. Alors, en tout cas, avec le Sénat peut-être, puisque d'autres enquêtes que l'IFOP a pu mener au long cours montraient qu'il y avait une image perfectible, on va dire, de l'institution sénatoriale, qu'on avait du mal à saisir quelle était sa plus-value, qu'elle avait une image un peu passéiste. Et donc, avant l'affaire Benalla ? Avant l'affaire Benalla, en général, on fait ces enquêtes au moment des élections sénatoriales. Donc, il y avait la reconnaissance du contre-pouvoir, de la représentation des territoires, mais tout ça était quand même très, très perfectible, on va dire. Et donc, cette affaire Benalla et le rôle qu'a pris la commission d'enquête sénatoriale, compte tenu des déboires qu'a connus sa sœur jumelle à l'Assemblée, ont manifestement et incontestablement, de manière générale, rejailli en positif sur l'institution globale qui est le Sénat. Et pourtant, on entend François Patriat, qui est lui-même sénateur, puisqu'il est le patron des sénateurs La République En Marche, nous dire, je le cite, une volonté de surmédiatiser l'affaire Benalla pour atteindre directement le chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez à la lueur de cette étude ? Alors, là, il y a bien évidemment un jugement partisan. On sait que, effectivement, les oppositions se sont engouffrées dans cette affaire. Et donc, je pense que les Français, là aussi, savent faire la part des choses entre ce qui relève du combat politicien et puis ce qui relève davantage d'un débat citoyen et démocratique, et dans le cadre duquel ces commissions d'enquête parlementaire, on pourrait dire un petit peu revisitées, new look, mises sous le feu des projecteurs, intéresse une partie de la population. Donc, on a vu, les Français font la part des choses. Et dans le fait, quand on disait tout à l'heure que 60% des sympathisants de La République En Marche trouvent justifié et légitime que Alexandre Benalla vienne répondre aux questions des sénateurs dans ce cadre de cette commission, montre bien que même dans les rangs de la majorité, il y a une large majorité pour estimer que ces procédures font aujourd'hui partie du débat, font partie de la vie démocratique, et que même si d'aucuns peuvent derrière s'en emparer pour essayer de faire trébucher de manière assez classique leurs opposants, les Français trouvent ça totalement légitime et totalement fondé que ces moments-là soient instaurés dans le débat démocratique. Et ça, c'est un message très clair destiné à Emmanuel Macron. Alors aussi, bien évidemment, le Sénat n'avait pas attendu cette enquête pour répondre sur ce point à l'exécutif. Donc la commission d'enquête auditionnera M. Benalla et
plus globalement, les Français trouvent cela totalement justifié et soutiennent du coup la fermeté sénatoriale sur ce sujet. Sauf que l'avocat d'Alexandre Benalla a fait savoir qu'il pourrait demander le huis clos. Il y a un trouble autour de cela. Ça sèmerait encore plus le désordre, j'allais dire, ça remettrait une pièce dans la machine des polémiques de ce feuilleton. Alors, on est, comme on a dit tout à l'heure, sur la saison 2. On a beaucoup d'autres sujets très importants. Ce n'est pas pour minimiser l'affaire Benalla, mais qui s'invitent à l'agenda. Mais toutes les initiatives de ce type qui seraient prises viendraient, encore une fois, effectivement, alimenter le feuilleton, susciter des réactions, des polémiques, alors même que l'opinion publique attend de la transparence et sans doute aussi peut-être qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire que les procédures soient respectées, qu'on fasse la lumière autant que faire se peut, puisque il n'y a pas de pouvoir les mêmes pouvoirs que l'institution judiciaire ici au Sénat, mais qu'on ait des éléments nouveaux, qu'on y voit un peu plus clair dans ce qui s'est passé, les dysfonctionnements. Et qu'il y ait une vraie utilité. Et une vraie utilité, qu'on n'essaye pas de bypasser ce recours. Merci beaucoup Jérôme Merci de nous avoir éclairé sur ces chiffres. Je le redis, 76% des sondés approuvent l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête. Résultat du sondage IFOP pour Public Sénat. Merci infiniment. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexia Germont à Louis Osalter. On va revenir sur l'info politique du jour. C'est l'annonce de la démission de Gérard Collomb dans les colonnes de l'Express. Il quittera ses fonctions en 2019 pour se présenter au municipal de Lyon en 2020. Vu le contexte politique actuel, ce départ pose un certain nombre de questions. On va se les poser avec nos invités juste après ce sujet de Cécile Sixou. Il ne veut pas aller plus loin. Gérard Collomb, fidèle d'entre les fidèles d'Emmanuel Macron au moment de son élection, jette l'éponge. L'affaire Benalla est passée par là et elle a signé la fin de la lune de miel entre le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État. En première ligne, lors des auditions parlementaires en juillet, le locataire de la place Beauvau, auditionné au Sénat, s'est défendu aux dépens de l'Élysée. C'est au directeur de cabinet du président de la République qu'il appartient de prendre les sanctions qu'il juge appropriées. Je vous rappelle que M. Benalla n'était aucunement sous ma responsabilité. Une intervention qui a crispé le président de la République et visiblement tendu les relations. En septembre, Gérard Collomb émet pour la première fois publiquement ses réserves sur le chef de l'État. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter, il y a une phrase qui disait « les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre », donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. Gérard Collomb ne prévoit de quitter ses fonctions qu'en juin 2019. Pour la droite, il doit partir immédiatement. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, M. Collomb va être quelque part un ministre intermittent. On doit se consacrer à cette tâche à 3000%. Quant aux syndicats de police, ils ne regretteront pas leur ministre. Pour nous, M. Collomb n'était pas à sa place, pas plus que la ministre bis, Mme Gouraud d'ailleurs, que tous les ministres sont des techniciens de leur domaine. Et nous avions deux personnes qui avaient dépassé l'âge de la retraite à un ministère qui demande beaucoup d'énergie. Et on a vu qu'il faut maîtriser les dossiers sur le bout des doigts, ce qui n'est pas leur cas. L'Élysée salue une bonne nouvelle et se laisse le droit de décider quand elle remaniera le gouvernement. Avec nous pour ce match des idées, Alexia Germont, bonsoir, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, et Louis Osalter, bonsoir, journaliste politique à Marianne. Un peu étonnant ce timing de cette annonce, une annonce qui intervient le jour du plan santé d'Emmanuel Macron, le jour du lancement de la police de sécurité du quotidien, à la veille de l'audition Benalla, en pleine tempête pour l'exécutif. Est-ce que ça vous surprend, Louis Osalter? Mais pas tellement, connaissant un peu Gérard Collomb, parce qu'en fait, Lyon, c'est quand même le point central de sa vie politique. Ministre de l'Intérieur, pour Gérard Collomb, c'est un CDD. Lyon, c'est un CDI et c'est le CDI de sa vie à Gérard Collomb. C'est l'œuvre de sa vie. Et en fait, il n'a jamais pensé à autre chose. Il a toujours pensé dans sa tête qu'il reviendrait à Lyon de toute façon. Il ne l'avait pas caché d'ailleurs, à Matignon, on se dit pas surpris. Non seulement il ne cachait pas, mais quand vous regardez son agenda, vous avez quand même beaucoup de déplacements qui sont par hasard à Lyon ou dans la région. Il y va souvent le week-end. Enfin voilà, il a pas vraiment caché qu'il allait rester attaché. Il a toujours gardé un œil, un contrôle sur ce qu'il se passait à Lyon. Et donc là, il prend date. Le seul problème pour le gouvernement, c'est que Macron, qui se voulait le maître des horloges, celui qui maîtrisait tout, maintenant il maîtrise tellement plus les horloges que c'est un ministre qui choisit quand est-ce qu'il y aura un remaniement finalement, parce que le ministre de l'Intérieur qui quitte son poste, ce n'est quand même pas rien. Donc il dit au lendemain des européennes, je m'en vais, voilà, c'est comme ça, et il met un petit peu Emmanuel Macron devant le fait accompli. Mais son agenda, il a toujours été lyonnais, c'était l'agenda de sa vie, c'est son agenda principal, et on sent chez lui une volonté de laisser sa trace
à Lyon et il n'aura pas vraiment laissé en tant que ministre de l'Intérieur, surtout vu le temps qu'il y a passé en réalité. Alexia Germont, que vous inspire cette annonce de départ, ce timing, la façon, la forme, le fond? La forme, voilà, tout à fait. La forme aussi. C'est vrai qu'à travers une interview dans l'Express, c'est pas forcément une forme qui vient spontanément à l'esprit quand on doit annoncer une fin prévisible d'un mandat ministériel. Bon, ça vient surtout aussi à la suite d'un été meurtrier et d'une rentrée qui est fracassante, parce que l'été meurtrier du prisme de Gérard Collomb, bien entendu, lorsqu'il s'est exprimé devant la commission d'enquête, devant l'Assemblée nationale, il a eu des mots quand même assez durs, il s'est défaussé quelque part, il s'est en tout cas mis de côté sur toute faute personnelle, renvoyant plutôt la balle du côté du préfet de police et du côté du cabinet de la présidence de la République. Et puis la rentrée fracassante, vous l'avez montré dans votre reportage, mais la sortie sur le manque d'humilité, même si c'était un manque d'humilité dit collectif, en tout cas c'est ce qu'on sentait dans cette prise de parole, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui ait été forcément bien compris. Donc la question du timing en plus, est-ce que c'est un timing qui était d'accord avec l'Élysée? On peut en douter. C'est vrai qu'après le manque d'humilité, Gérard Collomb a enfoncé le clou dans l'Express. Je vais juste redire ces mots. Collectivement, le fait qu'il y ait une victoire aussi massive porte toujours à un emballement. J'en ai connu à d'autres époques. J'ai été jeune député en 81. Dans ces moments-là, l'ambiance est particulière. Il y a moins d'écoute. Est-ce qu'on peut supposer que Gérard Collomb est peut-être aussi un déçu du macronisme? Alors ça, c'est une très bonne question que je pense qu'il faudra lui poser quand il sera délié de tout lien ministériel, gouvernemental avec Emmanuel Macron, voilà, pour qu'il donne son regard, je pense qu'il le fera quand même, sur sa période au gouvernement. Le fait qu'il soit une voix libre, c'est quand même pas anodin en Macronie. Autour de Macron, il y a des gens qui lui doivent tout. Il y en a beaucoup. Les députés, beaucoup de ministres, beaucoup de conseillers, ils ont cru à l'aventure Macron très tôt, et Macron récompense ceux qui ont cru en lui très tôt. Gérard Collomb fait partie de cela, mais il ne doit pas tout à Macron. Il a cru en Macron très tôt, mais il ne lui doit pas tout parce qu'il s'est construit une carrière d'homme politique. Il n'a pas besoin de lui pour exister. Envergure locale, il n'a pas besoin de lui pour exister. Il a Lyon, Lyon c'est sa ville. Il a juste cru en l'aventure Macron et ça lui a permis de prendre un peu une revanche au national parce que malgré ses réussites locales à Lyon, il n'a jamais été considéré, notamment par ses camarades du Parti Socialiste, comme un homme politique d'envergure nationale. Il était un peu la risée du PS à l'époque. C'est pour lui une forme de revanche. Mais sa vie, elle est à Lyon et sa vie politique, c'est Lyon. Donc ça lui donne une certaine liberté vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'autorise certaines remarques qui ne sont pas complètement dépourvues de sens non plus sur le manque d'humilité, sur l'hubris. Je pense que c'est ça qui lui inspire une certaine liberté de parole qu'on lui a déjà vue au cours d'autres interventions depuis qu'il est ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Mais j'ai même envie de dire, c'est Emmanuel Macron qui lui doit beaucoup. C'est aussi parce qu'il a eu ce soutien de la première heure, ce soutien de poids. Et c'est d'autant plus un soutien de poids que c'est un grand élu territorial et qu'à travers les 16 ans qu'il a passé à Lyon, il a réussi à faire de Lyon le chef-lieu de la 4e région européenne en termes de PNB généré. Donc il a vraiment, de ce point de vue-là, mis sa patte à Lyon. Alors, la question qu'on peut néanmoins poser sur l'avenir, c'est est-ce que, et ce n'est pas faire insulte à Gérard Collomb que de mentionner son âge, mais il aura quand même 73 ans au moment des municipales. Est-ce que ça correspond véritablement à l'envie de renouvellement des Français d'avoir à nouveau Gérard Collomb qui se présente avec quelque chose qui n'est pas terriblement mentionné, je trouve, dans les médias, mais quand même avec sa femme, qui, pour le coup, n'a pas le même âge, et qui est elle-même sur place référente de la République En Marche, ça donne une notion, en tout cas, ça dépeint un tableau qui n'est pas forcément en ligne, totalement, avec l'envie de renouveau qui était portée par Emmanuel Macron. Donc chacun y trouve presque un arrangement. Je voudrais juste m'arrêter sur le titre de l'article du Monde. J'en ai parlé dans mon sommaire, il est assez intéressant. Gérard Collomb, un ministre de l'Intérieur déjà à l'extérieur. Et c'est aussi une critique relevée, on l'a entendu, par les opposants d'Emmanuel Macron. Ça pose un problème quand même, un ministre qui est sur le départ, avec un portefeuille aussi important que celui de la
sécurité, du terrorisme, le ministère de l'Intérieur? Oui, surtout dans un contexte de menace terroriste. Vous l'avez dit, on a besoin d'un ministre de l'Intérieur qui soit alerte, qui soit à fond sur ces dossiers, qui soit vaillant, qui soit présent, évidemment. Ça, bon, je pense que tous les Français vous le diront. Alors, la question, c'est est-ce que ça conduira Emmanuel Macron à anticiper des changements dans son dispositif? Si, effectivement, cette annonce n'était pas complètement concertée avec l'Élysée, peut-être qu'Emmanuel Macron, déçu, surpris, désappointé, fâché d'être un peu mis au pied du mur, voudra devancer l'appel et anticiper les choses. Le problème en Macronie, c'est un peu le manque de ressources humaines. Parce que qui vous mettez, quel nom vient spontanément à l'esprit pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur? Voilà, il n'a pas réussi à faire émerger depuis le début de son quinquennat des figures politiques vraiment fortes auxquelles on pourrait confier un portefeuille de cette importance. Ajoutons à cela, et vous le mentionniez, les traces laissées par l'affaire Benalla, qui ont quand même laissé une défiance réciproque entre l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. Et on a vu au cours des auditions un ministre de l'Intérieur qui est censé être l'homme le mieux informé de France dire « je ne sais pas, je ne savais rien ». Donc se défausser effectivement. Et ça ne laissera évidemment des traces dans sa relation avec Emmanuel Macron. Et hormis le point sur le terrorisme, évidemment, qui est très prégnant, mais vous avez normalement, s'il fait jusqu'au bout de son ministère, vous avez normalement le plan pour la police dans les quartiers sensibles qui devrait venir à l'étude. Et ça fait partie des gros morceaux sur lesquels, bien entendu, le gouvernement est attendu. Alors, on va en venir à cette audition de demain, cette audition d'Alexandre Benalla. On le sait, les enjeux sont extrêmement nombreux pour l'exécutif, évidemment, mais aussi pour le Sénat. Pendant 2 heures, les membres de la commission d'enquête seront sur un fil. Impossible pour eux de parler du 1er mai, seulement interroger Alexandre Benalla sur son rôle à l'Élysée. Écoutez, Dominique Rousseau, à ce sujet, constitutionnaliste, il était l'invité de Delphine Gérard hier sur Public Sénat. Écoutez. Chaque fois qu'il y a la création d'une commission d'enquête parlementaire, il y a toujours un problème de frontière lorsqu'il y a une enquête judiciaire qui est menée. Et c'est sur cette frontière que vont devoir marcher les sénateurs demain. Alexia Germont, ils jouent gros eux aussi, les sénateurs demain? Ils jouent très gros, tout à fait, sachant que Dominique Rousseau est l'un des meilleurs constitutionnalistes que l'on ait, donc c'est toujours intéressant de l'entendre. Ils jouent gros, pourquoi? Parce que d'abord, vous avez eu la mission qui a été cadrée par Philippe Bas lui-même. Et qu'est-ce qu'il en attend de cette commission d'enquête? Il dit qu'il faut à la fois lever les contradictions, également il faut aller regarder les différents modes de fonctionnement des différents services de l'État, et dans ce cadre-là, aller regarder si Alexandre Benalla s'est occupé de sécurité du chef de l'État, puisque c'est la frontière entre le 1er mai, donc ils se rabattent quelque part sur la question de la sécurité. Bon. Donc quand on est sur la ligne de crête, c'est vrai que ces derniers temps, en fait, le Sénat avait réussi à marquer quelques points dans un contexte où, en Macronie, comme vous dites si bien, le parlementarisme a quand même du mal à exercer toutes ses fonctions. Donc là, on avait vu, par rapport à une Assemblée nationale qui était quand même très en retrait, le Sénat marquait des points. Mais aujourd'hui, vous avez la problématique effectivement de la procédure judiciaire sur laquelle il ne faut pas empiéter. Il y a la question également, alors qui est plus difficile, hein, dont les contours sont plus difficiles à arrêter, mais vous avez la question de l'instrumentalisation. Parce que ça, c'est encore quelque chose de différent, qui a déjà été pointé du doigt, bien sûr, par Nicole Belloubet, mais également par le chef de file des sénateurs, François Patriat. Et sur ce point-là, c'est vrai que les mots ont un sens. Le rôle du Sénat est de venir contrôler l'action du gouvernement, mais est-ce de contrôler l'action de l'exécutif? Et ça nous permet presque de faire une transition sur notre 3e sujet avec Christophe Castaner, parce que vous avez là pointé du doigt, quand on parle de destitution potentielle, qui était quelque chose qui était hors de propos, évidemment hors de propos, mais on voit bien la question de l'instrumentalisation. Jusqu'où ça peut aller dans le débat qui part en vrille, en quelque sorte. Louis Oselter, qu'est-ce qui se joue demain? On sait en plus que l'avocat d'Alexandre Benalla pense à potentiellement demander le huis clos de cette audition, ce qui, là aussi, sèmerait le trouble à nouveau, réalimenterait cette polémique. Oui, évidemment, qui devient le feuilleton, qui empoisonne toujours plus le gouvernement. Au fond, les sénateurs, même si c'est vrai qu'ils ont cette difficulté juridique, ils posent quand même, ils vont poser, à mon avis, la question
qui est la question principale que les Français se posent. Les Français ne se demandent pas vraiment pourquoi alors chargé de mission de l'Élysée a donné des coups sur la place de la Contrescarpe. Bon, il a visiblement pété un plomb. Non, il a pété un plomb, mais il se demande plutôt... Pourquoi il avait une arme ? Non. Que faisait finalement cet homme à l'Élysée ? Comment était organisé l'Élysée pour qu'il y ait un tel dérapage ? Comment ça se fait qu'un chargé de mission se retrouve sur cette place avec un brassard de police ? Comment ça se fait qu'il se retrouve dans la salle de vidéosurveillance de la préfecture de police sans que personne ne lui fasse la moindre remarque ? C'est surtout ces dysfonctionnements que la question se pose. Et elle se pose avec d'autant plus d'acuité qu'on est au cœur du pouvoir, au cœur de l'Élysée. Alors effectivement, le débat juridique, il est opposé d'ailleurs par le gouvernement aux sénateurs. C'est dans la séparation des pouvoirs, le Parlement contrôle le gouvernement. Est-ce qui contrôle l'Élysée ? Là, on est au cœur du débat juridique. C'est impossible. Les sénateurs, et notamment ceux de la Commission des lois, sont quand même des fins juristes. On se doute qu'ils sauront trouver les artifices, les formulations pour aller quand même enquêter. De son côté, Alexandre Benalla a cette arme, au moins dans sa poche, qui est d'opposer le silence en considérant que les questions portent sur une procédure judiciaire qui est en cours et que donc il n'a pas à en répondre devant le Sénat. Donc, dialogue de sourds ou progression vers la vérité, on verra demain, mais les possibilités de blocage sont quand même importantes. Alexia Germain ? En tout cas, il y a déjà eu une vingtaine d'auditions qui ont quand même appris un certain nombre de choses, notamment celle du directeur de cabinet, qui a spécifié, et je crois que c'était la première fois qu'on l'entendait de la source même, qui a spécifié les missions qui étaient attribuées à Alexandre Benalla. Et là, vous découvrez, bien sûr, qu'il était en appui des déplacements nationaux, qu'il était en charge des événements à l'Élysée. Et on rajoute quand même, et c'est ce point-là qui sera, à mon avis, crucial demain. Très crucial, il était effectivement en charge de la coordination entre les deux services, entre le GSPR et le commandement militaire. Et il s'empresse de rajouter que tout cela était bien sûr avec des fonctions essentiellement administratives. Mais on ne pourra pas faire l'économie de la réflexion avec... S'il n'y a pas de sécurité dans ces missions, pourquoi diable à ce moment-là a-t-il un port d'armes ? Et comme tous les Français le savent, le port d'armes est quand même relativement encadré. Ce n'est pas qu'à titre de mission de police que vous pouvez l'avoir, vous pouvez aussi l'avoir à titre de défense, par exemple. Donc voilà, gardons-nous, ce n'est pas le bout de la saison... du feuilleton. On parlait potentiellement d'une saison 2, d'une saison 3. En tout cas, évidemment, son audition sera à suivre demain sur notre antenne en direct. L'avenir d'un autre ministre pose question ce soir. Vous en avez un petit peu parlé. C'est celui de Christophe Castaner. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement vient d'être sèchement recadré par le chef de l'État au sujet des droits de succession auxquels il voulait toucher, qu'il voulait réformer. J'ai déjà demandé des efforts aux retraités. Arrêtez de les emmerder. Voilà ce que le chef de l'État aurait déclaré lors d'une réunion avec son équipe. Est-ce que Christophe Castaner est aujourd'hui un ministre affaibli ? Est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron puisse parler ainsi, notamment de ce ministre et de son idée, prouve qu'il est affaibli aujourd'hui ? Mais déjà, est-ce qu'il doit être ministre ? C'est pas ça la question que j'ai envie de poser. Est-ce qu'il doit être secrétaire d'État ? C'est quand même formidable ce qui vient de se passer. Vous avez le chef de parti, puisqu'on nous le présente comme un chef de parti, Christophe Castaner, qui fait une proposition sur les droits de succession. Il est officiellement désavoué par le président Macron, même si j'ai du mal à croire que tout ça n'était pas au moins téléphoné, en tout cas qu'il y a eu quelques discussions en coulisses. Et que dit donc du coup derrière le secrétaire d'État Christophe Castaner, qui a été nommé au gouvernement par Emmanuel Macron, qui siège à l'Assemblée nationale, qui est en charge des relations avec le Parlement. Est-ce qu'il doit changer de casquette à chaque fois qu'il fait une proposition ? Est-ce qu'il doit protester en tant que chef de parti, mais dire oui quand il a sa casquette de secrétaire d'État ? Enfin, on voit quand même les limites de ce double poste, de cette double casquette. Et on voit aussi qu'en réalité, si on nous présente comme un mouvement politique qui est censé donner un corpus idéologique aux macronistes, penser de façon indépendante de l'exécutif, pousser des propositions, on voit toute la considération qu'a le président de la République pour ce parti. Moi, ça ne me surprend pas outre mesure. Je ne pense pas que Macron ait la volonté de donner un grand rôle idéologique, politique à son parti. Pour l'instant, en attendant les prochaines échéances électorales, je pense plutôt que toute la cuisine se fait dans son cabinet, autour de lui, avec ses collaborateurs, et que voilà, il en a profité pour caresser un petit peu les retraités dans le sens du poil, pour une fois, après tout ce qu'il aura infligé les mois précédents. Mais voilà, la question se pose de la double casquette et du rôle du parti. Est-ce que, du coup, à quoi sert ce parti si la moindre proposition est retoquée au bout de 3 jours, si ça doit uniquement servir à des jeux de rôle ou à des opérations de communication? On sait aussi que ce parti a du mal à s'implanter au niveau local, ça tous les élus locaux le rapportent. Ça illustre le patinage dans lequel est le mouvement La République En Marche. Christophe Castaner, qui a peut-être lui-même commencé à être en difficulté suite à l'affaire Benalla, désolé, là encore, en juillet dernier, son manque de présence auprès des parlementaires qui se sentaient bien seuls a été pointé du doigt, notamment par Marine Le Pen. Je voudrais qu'on re-regarde cette séquence et je vous interroge après, Alexia Germain.
président d'En Marche, et vous êtes ici en train de faire une conférence de presse, alors à délivrer vos éléments de langage, et vous refusez d'aller dans l'hémicycle pour vous expliquer sur le scandale d'État qui a lieu. Madame Le Pen, je ne refuse pas d'aller dans l'hémicycle. Si vous refusez, vous n'y avez pas mis les pieds depuis ce matin. Depuis ce matin. Depuis ce matin, vous n'avez pas mis les pieds. Et on vous retrouve ici. Voilà, c'était le 21 juillet. Il a été mis en difficulté à partir de ce moment-là, Christophe Castaner, peut-être? L'été meurtrier, pas que pour Gérard Collomb, pour Christophe Castaner également, et en tout cas un été très difficile pour le président Macron. On touche là la limite, d'abord, de vouloir continuer de faire de la politique à l'ancienne en voulant embrasser deux fonctions qui, en elles-mêmes, nécessitent beaucoup de doigté. Pourquoi? Parce que c'est un poste très important, bien entendu, d'être secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. C'est d'autant plus important quand vous avez tout un panel de députés qui n'ont pas d'expérience politique. Et puis, c'était d'autant plus important de structurer la République En Marche, où il y a eu quand même un formidable élan citoyen, avec énormément d'attentes. Et donc une très grande responsabilité. Parce que si ça ne fonctionne pas derrière avec ce que propose Emmanuel Macron et la façon dont, en pratique, les choses sont mises en place, ça laissera un sentiment très amer aux Français. Et je ne crois pas que c'était précisément ce dont la France avait besoin. Voilà, donc c'est vraiment, il ferait mieux, je pense, de se concentrer sur la technique parlementaire, avoir des points de relais très importants au sein du gouvernement et du Parlement, parce qu'on a besoin de ça. Quand ça tangue, on a besoin de personnel expérimenté, de personnel politique expérimenté. Et ce sera la conclusion de ce match des idées. Merci à tous les deux d'y avoir participé. À suivre, c'est le grand débat dont on va plus loin. #OVPL pour réagir sur Twitter, vous connaissez le principe. On va maintenant revenir sur le plan santé présenté par Emmanuel Macron tout à l'heure. De l'ambition, des moyens supplémentaires, des idées nouvelles, vraie transformation ou énième réorganisation. On va en parler avec nos invités après ce sujet de Samia Dechir. 20% de la population vit aujourd'hui dans un désert médical. C'est à ces zones dites sous-denses que s'adresse en priorité le plan santé. Elles seront les premières à être dotées des créations de postes annoncées ce matin. 400 médecins y seront salariés par l'État. Y seront également affectés les premiers des 4000 futurs assistants médicaux. Une nouvelle profession imaginée pour faire gagner du temps aux médecins de ville. Pour libérer davantage encore de temps médical et faire que les médecins puissent soigner plus et mieux, nous devons leur permettre d'être accompagnés par des professionnels qui effectuent pour eux des gestes simples, comme une prise de tension ou de température, qui prépare la consultation. Pas question de toucher à la liberté d'installation des médecins, mais la profession devra s'organiser pour couvrir tout le territoire à travers des communautés professionnelles territoriales de la santé. Sur un périmètre de 20 000 à 100 000 patients, elles assureront une permanence de soins de jour pour soulager les services d'urgence, ce qui impliquera un travail en réseau de tous les acteurs d'un territoire. Je veux précisément que l'exercice isolé devienne progressivement marginal, devienne l'aberration et puisse disparaître à l'horizon de janvier 2022. Le plan santé vise également une meilleure qualité de soins avec la fin annoncée de la tarification à l'acte. Elle sera remplacée en 2022 par une tarification au forfait en hôpital comme en ville. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Jean-Marie Van Lerenberghe, bonsoir, sénateur centriste du Pas-de-Calais, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Pascal Beau, bonsoir, fondateur et directeur d'Espace Social Européen, un périodique professionnel sur les questions de santé. Marie-Laure Albi, bonsoir, médecin généraliste et adhérente au syndicat MG France. Enfin Thierry Amouroux, bonsoir, porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers. Merci à tous les quatre d'être ici. Jean-Marie Van Lerenberghe, l'idée générale qu'on retient, c'est qu'Emmanuel Macron veut réorganiser et pas forcément plus financer. Est-ce que pour vous, c'est le bon angle d'approche ? Je crois qu'il y a besoin, il y avait besoin, et je pense que le président l'a parfaitement saisi et l'a annoncé, il faut décloisonner le système de santé. L'hospitalocentrisme, qui était quand même cher aux Français, aujourd'hui propose effectivement une alternative, c'est-à-dire d'associer tous les médecins, tous les personnels soignants, tous les personnels médicaux à cette vaste entreprise qui est la santé en France. Donc privé-public.
privé, public aussi, bien sûr, mais il a centré évidemment ce matin et son discours sur déjà la réorganisation du système de soins pour permettre l'accès aux soins à tout le monde, à vous, à moi, à tous ceux qui ont effectivement un jour ou l'autre besoin, et de ne pas être obligés d'aller se réfugier soit aux urgences à l'hôpital qui n'en peuvent mais, soit effectivement de ne pas trouver le médecin traitant, d'où la nécessité de lever le numerus clausus, d'où la nécessité dans l'immédiat de trouver des palliatifs pour que effectivement tout le monde puisse avoir effectivement accès aux soins, que ce soit de jour comme de nuit. Je voudrais qu'on je trouve que c'est un plan très ambitieux et dans le cadre d'une enveloppe qui, je rappelle quand même, est près de 500 milliards. Quand même, hein. L'argent de notre santé et de nos retraites, l'argent de la sécurité sociale, c'est 500 milliards. C'est 200 milliards rien que pour l'assurance maladie. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail des mesures annoncées. Marie-Laure Alby, vous, en tant que médecin, est-ce qu'avec ce plan présenté par Emmanuel Macron, vous y trouvez votre compte? Je pense par exemple à ces 4000 postes d'assistants médicaux qui étaient une demande forte de la médecine générale depuis plusieurs années. Là, vous considérez qu'on vous a écouté? Écoutez, oui, mais c'est le petit bout de la lorgnette. C'est très bien, c'est un acquis. Mais ce qui est très important, c'est que la santé est un bien public, elle doit être accessible à tous. Nous militons, nous, depuis des années là-dessus. Et il y avait un déficit de communication et d'organisation dans tout le système. Et donc, beaucoup de pertes en ligne. Donc, c'est bien qu'on ait saisi ce sujet, ville-hôpital, donner des moyens demandés, parce que comme il y a un petit trou démographique, soyez tranquille, dans 4-5 ans, ça va remonter. Il y a besoin de faire plus de consultations et pour ça, il faut rationaliser l'organisation de nos cabinets. Il faut beaucoup travailler sur la visite. Il ne l'a pas évoqué, mais je crois que c'est un des sujets phares actuels. Il y a des patients aussi, il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils soient moins hospitalisés. Il faut les soigner à domicile et c'est là où nos collègues infirmiers sont essentiels et le travail pluriprofessionnel l'est aussi. Donc je pense que moi, je suis pleine d'espoir parce que je pense que ça fait des années qu'on milite pour organiser mieux, pour qu'on communique mieux, pour qu'on travaille avec nos collègues hospitaliers. Il y a une nouvelle génération de professionnels qui arrive, qui a des idées un peu différentes et qui, elle, veut travailler plutôt dans un système coordonné et ouvert et communicant. Donc, je pense qu'on a de quoi avancer vers un système de santé modernisé et surtout plus accessible pour l'ensemble de la population, ce qui me semble quand même le plus important, si je puis dire. Thierry Amoureau, est-ce que vous seriez aussi positif, aussi optimiste, ou est-ce que vous considérez, en tout cas du point de vue des infirmiers, que le plan a oublié les infirmiers? Ah, carrément, oui. On est vaguement cité à un moment, mais il y a 660 000 infirmières, 220 000 médecins, donc 3 fois plus d'infirmiers que de médecins. Et là, c'est pas un plan santé, c'est un plan médecin, où on change l'organisation médicale, on change la tarification médicale, on modifie l'accès aux études médicales, et puis à côté de ça, le million de professionnels de santé non médicaux semble complètement oublié ou doit raccrocher ses wagons. Voilà. Il y a les paroles, et puis il y a les actes. Les actes, c'est que ce plan, c'est 400 millions de plus pour l'hôpital. Seulement, voyez-vous, Madame Buzyn, le 4 mai, elle a signé une circulaire tarifaire où elle retirait 960 millions d'euros à l'hôpital cette année. On y viendra un petit peu plus tard au cas de l'hôpital. Je voudrais vraiment par exemple, ces 4000 postes d'assistants médicaux, vous, en tant qu'infirmier, vous n'êtes pas concerné, on ne sait pas trop, c'est un peu flou? Ah non, on n'est absolument pas concerné. C'est des postes peu qualifiés, entre aide-soignante, secrétaire médicale, on ne sait pas très bien ce que c'est, ce machin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça va poser un problème de compétences parce que, au-delà de faire rentrer les gens dans une salle et de faire de la paperasserie, il y a aussi l'aspect de prendre les constantes, il faut qu'elles soient prises correctement, et puis il est question dans la presse, pas dans le plan, mais de donner des conseils médicaux, d'expliquer le traitement si le médecin ne l'a pas fait suffisamment avec des mots clairs. Ça interpelle quand même. Et puis il y a aussi l'aspect financier. C'est que tout ça, 4000 assistants médicaux financés à 50 000 euros par l'assurance maladie, ça fait 200 millions d'euros par an. Sur un quinquennat, ça fait quand même 1 milliard. Je renvoie ça par rapport aux 400 millions de l'hôpital. Ça interpelle. Et puis surtout que
On a vu qu'au niveau des collectivités publiques, on a supprimé tous les contrats aidés. Et là, on va financer une aide des médecins libéraux. Alors, autrefois, les bonnes du curé étaient financées par le denier du culte. On ne demandait pas de l'argent public. Pascal Beau, c'est un plan pour les médecins, pas pour les infirmiers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un plan pour les Français. C'est un plan pour les patients. C'est un bon plan. Parce que si vous voulez sauver l'hôpital, il faut réformer la médecine de ville. Ça va de pair. Hein. Et si on veut vraiment sauver, cher ami, l'hôpital, il faut le reformater, le remettre en construction, hein, selon une stratégie de réseau. Et donc le plan, de ce point de vue-là, est clair. Mais ça veut dire qu'il faut mobiliser tout le monde, ça veut dire qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, et ça veut dire qu'il faut aussi régler un certain nombre de problèmes assez urgents. Je pense à l'accès aux soins, parce que là, il y a des poches de problèmes assez dramatiques. Le week-end dernier, j'étais avec ma nièce dans le Loiret, à Brissy, qui est une base aérienne. Impossible de trouver un pédiatre, impossible de trouver un gynécologue, impossible de trouver un pneumologue, etc. Et il faut faire 1 heure de route. Alors, quand on prend le métro à Paris, quand on habite le 16e arrondissement ou le 19e pour aller voir un praticien dans le 16e, effectivement, on peut faire aussi 40 minutes dans le métro. Mais c'est pas très grave. Mais quand on fait 40 minutes ou 1 heure de route dans un milieu rural, c'est un voyage. Je crois qu'il faut être extrêmement conscient de ça. Donc c'est un travail courageux qui va prendre du temps. Hein. Ce n'est pas en 6 mois qu'on aura des résultats. Mais vous le saluez. Des mesures majeures annoncées dans ce plan, c'est la fin du numerus clausus en 2020. Vous l'avez un petit peu évoqué, du gâchis, a dit le chef de l'État. Il parle d'un mode de sélection rénové, ce qui pose d'autres questions. On va y venir. Je voudrais d'abord qu'on écoute Xavier Bertrand à ce sujet. Il dit bravo sur le principe, mais 2020, c'est trop tard. Je demande à la ministre, si on va vers cette idée, clairement, de la prendre immédiatement et de trouver le texte pour l'appliquer tout de suite. Jean-Marie Van Leeuwenberg, c'était impossible de commencer plus tôt. Pourquoi, effectivement, alors qu'on considère que c'est une mauvaise idée, que ce numerus clausus, on doit y mettre fin, pourquoi pas plus vite? Bon, je n'avais pas tilté sur la date précisément. Pour les étudiants en médecine, ce n'est pas rien. Si les parlementaires peuvent agir, et après tout, c'est aussi leur rôle. Ah, vous l'évoquez? Oui. Bon, on peut tout à fait demander à Mme Buzyn d'accélérer le plan, parce que ça me paraît effectivement une bonne chose, et le président a été convaincant à ce sujet. Donc pourquoi pas? Vous seriez pour, vous, à titre personnel? Je dirais, on peut discuter comme ça des différents aspects. C'est aujourd'hui une présentation globale qui était plutôt ambitieuse. J'attendais ça depuis longtemps. Et je trouve qu'on va pouvoir maintenant discuter différents points précis. Moi, je suis prêt à écouter les infirmiers. Je connais d'ailleurs les revendications des infirmiers. Ils ont été un peu les grands oubliés de ce plan. Moi, je trouve que je disais à monsieur tout à l'heure que on crée la communauté professionnelle de territoire. Je dis, c'est une occasion formidable. Certes, c'est passé comme ça assez rapidement. Il va falloir mettre un contenu à cela. Il y en a déjà, les EPDS. Mais ça existe déjà. Il y a avec des infirmiers formidables. Les infirmiers y ont toute leur place. Oui, enfin, la réalité, elle est quand même autre sur le terrain. Mais je dis, saisissez-vous de cette opportunité. Les solutions sont en nous. Elles sont sur le territoire. Moi, j'ai été maire pendant 17 ans. Je peux vous dire qu'on a inventé plein de choses. Et je crois qu'il faut simplement écouter les territoires, écouter les élus, écouter les médecins, écouter les infirmiers. Et puis, ensemble, on va construire effectivement un plan santé qui tiendra la route. On en a besoin. Il fallait décloisonner, rapprocher la ville de l'hôpital ou l'hôpital de la ville. Je crois que tout ça est en chantier. Allons-y. Marie-Laure Alby, j'aimerais vous entendre sur cette question du numerus clausus supprimé à l'horizon 2020 avec un mode de sélection rénové. Pour l'instant, c'est assez flou, on n'a pas trop de pistes. Est-ce que vous vous inquiétez ou est-ce que vous saluez de toute façon déjà cette suppression? Moi, je serai enterrée quand ça sera mis en place. Ne dites pas cela. Non, mais je veux dire, je trouve ça... Enfin, je comprends qu'on veuille reprendre un sujet, ce concours... on en parle depuis 71. D'ailleurs, Xavier Bertrand, on pourrait lui dire qu'il aurait pu s'y attaquer encore plus tôt. Je pense qu'il faut peut-être sélectionner autrement les
professionnels. Moi, je suis une vieille. Il y aura une sélection. Hein. Oui. Il y en aura une de pas toute le tout façon. venant. Je crois qu'il faut pas se mode de raconter sélection d'histoire, rénové. Ce que faut pas mentir aux gens. Hein. C'est qu'on martyrise les gens qui n'ont pas le concours, ce qui est le cas de tous les concours, hein, les grandes écoles, etc. En revanche, moi, ce que je vois tous les jours, j'ai quand même eu 2 stagiaires par an depuis 20 ans maintenant, c'est qu'on a une génération de jeunes professionnels d'une extraordinaire qualité. Alors peut-être qu'ils étaient forts en maths, mais ils ont choisi leur métier parce que ça avait un sens pour eux. Parce qu'ils auraient pu faire 25 millions d'autres choses. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Ils s'installent très rapidement après la fin de leurs études pour peu qu'ils aient des conditions qui leur conviennent. Ils travaillent en pluriprofessionnel parce qu'excusez-moi, moi j'ai ouvert une maison de santé, je participe à une deuxième où nous avons des infirmiers avec qui nous travaillons sur un pied parfaitement de collaboration et de coopération. Et je pense que ça se développe. C'est pas ce qu'on a vu sur les infirmières de pratique avancée avec le discours de MG France qui était très réducteur. Je ne vous parle pas de ces infirmières-là, je ne connais pas bien le sujet. En revanche, sur le travail quotidien, moi je les défends et je travaille avec eux, je parle avec eux parce que j'ai besoin d'eux. En ville, on ne se passera pas d'une équipe pluriprofessionnelle, qui a été aussi une revendication d'MG France. Elle existe, il faut la créer. Et quand nous avons invité nos collègues pour une CPTS dans le 14e arrondissement, on a eu énormément d'infirmiers qui sont venus, parce que s'ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions, nous ne pouvons pas prendre en charge les gens à domicile. Et ce n'est pas un débat qui doit mettre en concurrence infirmiers et médecins, évidemment, vous l'avez compris. C'est ce qu'on a entendu. Lutter contre les déserts médicaux, soulager les médecins libéraux, moderniser le système de santé grâce au numérique, tels sont les grands objectifs de ce plan. Mais il y en a un autre d'objectif, c'est Agnès Buzyn qui l'a formulé elle-même chez nos confrères de RMC. Écoutez. Aujourd'hui, notre objectif, c'est déjà de rendre plus attractifs les carrières des aides-soignantes, notamment dans les EHPAD, qui font un travail très difficile. Elles font partie de la fonction publique hospitalière. Je dirais que notre priorité, c'est cette catégorie de personnel. Ensuite, on peut proposer, c'est ce que nous allons proposer, des réflexions sur les deuxièmes parties de carrière des professionnels de santé dans les hôpitaux. Rendre de nouveau attractif le travail à l'hôpital public, pas sûr que cela fonctionne. Regardez ce que nous dit Stéphane Troussel, qui est président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il a publié un communiqué en fin de matinée intitulé « Ma santé 2022, un plan qui ne soigne pas l'hôpital public, des sparadraps pour soigner l'hémorragie ». Nous avons retenu notamment ce passage. Emmanuel Macron promet 400 millions d'euros pour soulager les hôpitaux et en même temps a demandé 1,6 milliard d'euros d'économies aux mêmes hôpitaux dans son budget santé pour 2018. Que faut-il en penser, Pascal Beau ? C'est aussi ce que nous disait Thierry Ambrou il y a un instant. Il nous fait les poches et ils nous auront une petite partie. Non, Pascal Beau et ensuite Thierry Ambrou. Tout à fait. Pascal Beau. Il faut rajouter 1 milliard d'euros d'investissement sur le champ hospitalier qui est prévu dans le plan. Donc la question, il y a peut-être des économies qui ne sont pas à faire, mais nous ne pouvons plus continuer à faire que le maximum de gens aillent dans les hôpitaux. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que demain, les soins, ça sera en médecine de ville. Alors, dans une articulation avec l'hôpital, c'est certain, avec des communautés professionnelles, c'est aussi certain. Au passage, je constate qu'on découvre l'eau tiède. Je veux dire, c'est ce qui existe dans les pays d'Europe du Nord. C'est ce qui existe aussi. Ça existe aussi en Allemagne, ça existe en Angleterre, ça existe au Québec que nous connaissons bien. Voilà. Bon, mais c'est très sympathique, faisons-le. Mais il ne s'agit pas de rajouter du soin sur l'hôpital. L'hôpital doit avoir une fonction technique de soins aigus essentielle. Et là, il faut mettre le paquet en termes d'investissement, de technologie et de savoir-faire. Il y a donc une gradation, le président de la République a bien expliqué ça, il y a une gradation des soins, nous devons rénover nos hôpitaux de proximité. Donc c'est tout un chantier. Alors je comprends bien que sur l'instantané, notre ami ne soit pas satisfait, ça peut se concevoir, mais, non, mais parce que, il faut le dire, sur la tendance... La souffrance à l'hôpital, on en parle depuis des mois. Ça fait 60 ans, chère madame, que les hôpitaux souffrent, c'est comme l'éducation nationale. Récemment, les témoignages sont encore plus forts, encore plus marquants. Je voudrais juste vous lire celui de Julien, médecin urgentiste dans le Nord, interrogé par nos confrères de 20 minutes. Et tout est dit en une phrase. On est tellement au fond du trou qu'une réforme ne peut que décevoir. L'état de l'hôpital, on le dit depuis des mois, il ne s'agit pas de rajouter de l'argent comme cela dans les hôpitaux. Il s'agit de réorganiser... On ne rajoute pas de l'argent, on en enlève un peu moins. Il s'agit d'organiser les soins. C'est une réforme pour les patients. Ce n'est pas une réforme pour les soignants. Pour une fois, depuis 50 ans, vous savez, quand on fait des réformes de santé en France, on prend les besoins
des professionnels et qu'on reflète, et les réformes sont faites comme cela. Là, on part de la population, des besoins de nos compatriotes, on essaie de réorganiser progressivement, encore une fois. Ça va prendre un certain temps. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, il y aura forcément des endroits où ça sera un peu plus difficile, mais globalement, nous allons tous gagner. C'est ça l'objectif. Quand j'entends Mme Buzyn parler des EHPAD en disant qu'elle va améliorer la formation des aides-soignants, c'est le nombre qu'il faut améliorer. C'est-à-dire qu'en France, on est à 0,6 agents par résident. Et agents, c'est tout compris. Hein. Les soignants, les administratifs, les ouvriers, les techniques. En Allemagne, on est à 1,2. Le double. Et pourtant, ils ont plus de personnes âgées. Ils ne font pas la même chose. Ils font pas la même chose. Non, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la souffrance réelle, c'est que vous avez que 10 minutes pour faire une toilette. Il y a des gens que vous ne pouvez pas faire manger. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les revendications des soignants, c'est qu'on soit plus nombreux pour faire des soins corrects. Jean-Marie Van Leeuwenberghe, est-ce que ce plan répond à cette souffrance exprimée dans les hôpitaux? Moi, écoutez, le plan ne s'est pas attaché particulièrement à cette question qui est soulevée et sur laquelle nous débattons déjà depuis des mois. Bon, pour pas dire des années. Donc, les EHPAD, vous voulez dire les EHPAD ou les hôpitaux. Ouais. Les hôpitaux, ça fait 10 ans qu'on nous retire de l'argent. J'entends ce que disent certains. J'ai présidé un hôpital. Oui. J'ai fréquenté il y a encore peu de temps, pour des raisons familiales, l'hôpital. Je n'ai pas constaté ce que j'entends qui me paraît excessif. Le seul alors. Hein. Mais je pense qu'il y a toutes les situations. Écoutez, nous avons fait des auditions au Sénat, nous avons parfaitement pris conscience des problèmes qui peuvent se poser. Ce n'est pas seulement des problèmes d'argent, c'est aussi un gros problème d'organisation. Ah oui, bon, et ça, quand on parle des urgences, on l'a évoqué. Mais la réalité... C'est dans la relation entre... Ben oui, quand les médecins de ville n'assurent plus leur garde, c'est dans normalement leur mission. Et bien forcément, on va aux urgences. Le président, absolument. Que votre collègue Charles Descours, mon ami Charles Descours, a fait supprimer. Absolument. Peut-être voté ça. C'était devenu c'était une mission obligatoire, particulière et personnelle. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu collectif. Donc, moi, je dis aux médecins de ville aussi de prendre leur part. C'est ce que dit Mme Buzyn déjà. C'est ce qu'a dit le président ce matin. Et je crois qu'il faut l'organiser. Mais, monsieur le sénateur, si je puis me permettre, moi, j'avais déjà dit ça à Mme Bachelot, quand je suis présente, parce que notre cabinet ne ferme pas, entre Noël et Jour de l'An, je ne vois pas un patient. Parce que le problème, c'est que les gens sont persuadés que tous les médecins sont en vacances. Voilà. C'est ce que raconte la radio, etc. J'ai fini par lui dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre des informations, prévenir, organiser l'information, la faire circuler? Donc je pense qu'il y a aussi un travail de faire savoir et de mise en évidence. Depuis qu'on a des systèmes électroniques de prise de rendez-vous, la médecine générale est visible. Et donc on nous trouve. Quand les gens ont besoin de voir quelqu'un le samedi, ils trouvent. Mais il était temps. Oui, mais enfin, c'est quand même avec le Conseil de l'ordre et avec le Conseil de l'ordre des URPS, comment ça se fait qu'on soit obligé de passer par un système privé pour découvrir qu'il y a un système pour trouver les médecins quand on en a besoin? Cette réorganisation annoncée par Emmanuel Macron n'est évidemment pas la première du genre. D'autres présidents français s'y sont essayés avant lui. Il y a tout juste 10 ans, souvenez-vous, c'est Nicolas Sarkozy en avril 2008. Il annonçait carrément une révolution. Les urgences qui relèvent de l'hôpital et la permanence des soins qui relèvent de la ville, c'est une révolution que je vous annonce, seront gérées d'une même main. Cette responsabilité sera confiée aux agences régionales de santé, qu'on appelle les ARS, qui géreront donc la complémentarité des urgences hospitalières et de la permanence de soins. Les appels d'urgence et la permanence des soins, tenez-vous bien, seront désormais régulés par un numéro unique. Ce numéro unique mobilisera la médecine de ville quand il le faut et l'hôpital quand c'est nécessaire. Et je vous vois tous réagir au mot de Nicolas Sarkozy. Le numéro unique, on en parle aujourd'hui. Vous y étiez, il annonçait une révolution. Oui. On a l'impression qu'on tourne un peu en rond, qu'ils annoncent tous des révolutions et que finalement rien n'est fait. Pour une raison très simple. Alors Pascal Beau et ensuite Jean-Marie Van Leeuwenberghe. Pour une raison très simple, c'est que Roselyne Bachelot, notre amie Roselyne Bachelot, a voulu faire une vraie réforme de l'organisation des soins et elle s'est heurtée au veto
des professions libérales médicales, qui ont même fait des manifestations à Paris. Il y avait des coalitions, y compris hospitalières, entre les professeurs de gauche et les professeurs de droite pour refuser la rénovation de l'organisation. Moi, j'ai pas des soins. défilé. Hein. Bon, peut-être FG France n'a pas non, défilé, moi, mais personnellement, j'ai j'ai pas syndicats défilé. qui l'ont fait. Un syndicat qui Et au a bout du compris bout, comme l'enjeu. comme un président de la République a l'ambition de se faire réélire, il a fallu arrêter la réforme et donc on a fait Mais une ce qu'on réforme a envie un peu de se dire, limitée. Jean-Marie Van Lerenbergh, c'est que c'est peut-être un énième Il y a plan quand là même eu aussi. des Et comment évolutions. être sûr Écoutez, Il y a quand même des évolutions. Il ne faut pas être injuste. Hein. Il y a quand même une régulation libérale et une régulation médicale dans les centres 15. Il y a quand même eu des évolutions dans la coopération au niveau de l'appel. Et maintenant, on est dans une phase où il faut aller plus loin. Et le numéro unique, on en parle Et on a encore fait aujourd'hui. quand même des organisations. Il y en a eu une qui a été faite en Ile-de-France de coopération entre les réponses aux soins non programmés, à tout ce que ça existe. À l'époque, j'avais ça, on l'a relayé- demandé, mais on l'a jamais obtenu. Ça, J'avais Elle en relayé parle la aujourd'hui, demande- Agnès Buzyn. J'avais Je sais pas relayé pourquoi. la demande de numéro unique de MG France, qui était le 33, si je me souviens. Ça fait 33-33, ça fait 20 ans. Et c'est appliqué dans certains endroits, mais pas partout. Je demande effectivement qu'il y ait un numéro unique, que Comment ça ça se fait que simplifie c'est pas fait effectivement Il y a aussi- l'approche et que pense ça que c'est permette ça, effectivement... Alors, Il y a aussi un pensez- autre problème, monsieur le sénateur, c'est le tiers payant. Parce que vous avez refusé le tiers payant. Oui, et ils sont les d'accord. professions. Attendez, je voudrais juste- professions Et là- obligatoire. Je voudrais laisser poursuivre Jean-Marie Van Lerenbergh, s'il vous plaît. Et ça a bloqué là. Ça a bloqué Obligatoire. Jean-Marie Et Van là, Lerenberg, ça s'il vous va plaît. être. J'ai entendu le président dire que effectivement, celui qui irait pas à l'hôpital, mais irait voir effectivement le médecin de ville, le médecin de garde, n'aurait pas de dépenses supplémentaires à celles de l'hôpital. Je demande effectivement à voir concrètement comment on va faire. Je pense aux tiers payants, bien entendu. Et les mutuelles. Je dis aux mutuelles, etc. Bon, je crois que maintenant, le diable se cache dans les détails, on le dit fréquemment. Eh bien, on va regarder, évidemment, ce que Mme Buzyn, puisqu'elle est chargée de mettre en œuvre ce plan, va nous proposer. On va avoir la discussion prochainement ici au Sénat du PLFSS et à l'Assemblée, bien sûr aussi. Ça va être l'occasion, sans doute, de détailler et d'avancer un peu plus dans la mise en œuvre Et de c'est ce là que ça plan risque sur un de se certain nombre de corser. Je crois points. que Thierry Amouroux est d'accord avec vous. Ah, les besoins de l'hôpital chaque année avec le coût des traitements innovants, des médicaments, des examens de radiologie, c'est 4% par an. L'ONDAM, dont vous parlez, est de 2% par an. Donc, 2,5 sera. l'hôpital est à bout de ça a souffle, augmenté parce ce que matin. Il est asphyxié. Thierry, reconnaissez le progrès. 2,5 2,5 ce Oui, matin. oui. Je vous dis, on nous prend 960 millions, nous en rend 400, 400. moins de la moitié. Ouais. Donc C'est un voilà, premier pas. la situation C'est un sera premier encore pas. plus dégradée qu'il y a un an au final. C'est ça. Et la- Thierry la- Amouroux, j'aimerais votre avis sur ce qu'on a entendu Nicolas Sarkozy, qui a fait une réorganisation. Effectivement, est-ce que finalement ça a été une réorganisation ou est-ce que ça a mis le bazar plutôt qu'autre chose? Non, nous, ce que l'on propose, c'est que les gens qui viennent aux urgences, et que ce n'est pas des urgences vraies, mais simplement des consultations qui n'ont pas pu trouver une réponse auprès de leur médecin habituel, on puisse, vu que tout le monde est vu par une infirmière d'accueil et d'orientation dans les minutes qui suivent, que proposer aux citoyens qui viennent, écoutez, si vous restez là, vous allez avoir 8-10 heures d'attente parce que vous n'êtes pas une urgence vraie. Par contre, vous pouvez aller au centre de santé salarié ou à la maison de garde médicale libérale qui se trouve à telle distance et vous serez pris aussi bien pour votre problème. Voilà. Ça dépend des services d'urgence, hein, parce que ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça. Non. Parce qu'il y a beaucoup de services d'urgence qui captent la population. Hein. Un Bien des, sûr, un des vrais évidemment. sujets, effectivement, c'est le paiement à l'acte. Donc que le président, d'ailleurs, a décidé de faire évoluer pour un certain nombre Le fameux T2A. pour le diabète, etc. Donc je crois qu'effectivement, on est tombé dans un travers qui est normal. C'est l'inflation, effectivement, des actes, parce qu'il faut financer, effectivement, l'hôpital. Donc je crois qu'il est nécessaire, et ça a été proposé ce matin, c'est une évolution que je sais Mme Buzyn porter, de faire évoluer vers le forfait, plus de forfait. Parce que je rappelle aussi que lorsque c'était le forfait, que d'inégalités voyions-nous entre les hôpitaux. Ceux qui étaient, je dirais, nantis,
et puis ceux qui tiraient le diable par la queue. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat dont va plus loin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain à la même heure sur cette antenne. L'invité de Territoire d'Info, demain il y en a 2 pour cause d'audition d'Alexandre Benalla ici même au Sénat. Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. François Grosdidier, sénateur LR de Moselle, membre de la commission des lois. Et vous retrouverez ensuite Delphine Gérard pour une édition spéciale dès 8h du matin. L'audition d'Alexandre Benalla étant à suivre en direct sur notre antenne. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.